La gestion de 100 millions de dollars accordés par la Banque mondiale illustre une fois de plus l'immaturité des dirigeants, alors que la ministre de l'économie assure que les fonds seront utilisés selon les accords. András Vélez a déclaré vouloir les réaffecter à d'autres priorités. À 10 jours de la réunion sur les îles éparses, ni la composition ni la feuille de route de la délégation n'ont été dévoilées. La crainte d'un glissement vers une cogestion au lieu d'une revendication de souveraineté est ravivée, d'autant plus que la France cherche à transformer ces îles en réserves naturelles. De l'actualité internationale, une personne a été tuée et 14 autres, dont des secouristes, ont été blessés pendant la nuit au cours d'une nouvelle attaque aérienne russe sur la grande ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes. L'immaturité des dirigeants dans la gestion du pays s'illustre une fois de plus à travers la gestion du financement de 100 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale le 18 juin dernier, tandis que la ministre de l'économie et des finances assure que les fonds seront utilisés conformément aux accords signés avec les bailleurs. András Vélez a déclaré hier vouloir les affecter à d'autres priorités. Ce financement a été accordé pour soutenir l'amélioration de l'économie malgache, promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser la création d'emplois. Pour l'obtenir, le gouvernement a dû remplir 18 conditions spécifiques, visant à renforcer la stabilité économique, stimuler l'initiative privée et améliorer l'environnement des affaires. Sur ces 100 millions de dollars, je viens d'appeler la ministre des Finances pour lui indiquer que ce financement doit être exclusivement dédié au projet de parc solaire. Cette contradiction entre les propos de la ministre et ceux du chef de l'État révèle, selon le président national du parti HVM, un manque de cohérence, un détournement de fonds et une forme de mépris des règles de gestion financière. Nous avons demandé ce financement. Ne savions-nous pas à quoi il devait servir? Pourquoi attendre que la Banque mondiale accorde les fonds pour que le président décide d'un autre usage? Ce genre de contradiction démotive l'exécutif. Les ministres n'osent plus prendre de décisions, attendant les ordres d'en haut. La ministre, en tant que technicienne, connaît les conditions posées par les bailleurs. Mais le président, sous prétexte de la crise énergétique, improvise et dévie l'allocation prévue pour flatter l'opinion. Ce non-respect des engagements contractés avec les bailleurs selon l'opposition s'apparente à une violation de la loi de finances. Les fonds sont réorientés sans consultation ni transparence, ce qui pourrait à terme compromettre la confiance des partenaires techniques et financiers envers Madagascar. La manière dont le régime Radziwiłł gère le budget de l'État détériore l'image du pays à l'international, selon encore le président du parti HVM. Il dénonce également l'absence de vision claire, notamment en matière de politique générale de l'État, ce qui empêche une gestion efficace des ressources et pousse les autorités à l'improvisation à chaque arrivée de fonds. Le président a une fois de plus promis la nuit dernière monts et merveilles pour résoudre la crise énergétique qui secoue le pays. En 2018, il s'était engagé à résoudre le problème de l'électricité en 5 ans avec l'ajout de 400 MW à la production. 7 ans après son arrivée au pouvoir, la situation ne fait qu'empirer. Il convient de rappeler qu'András Vélez avait alors juré que tout cela ne dépendait que d'une réelle volonté politique. Face à l'aggravation actuelle de la crise, le régime qu'il dirige a-t-il vraiment cette volonté? La population a besoin de quelque chose de concret et de précis. Je promets 400 MW de plus que les précédents dirigeants. C'est une promesse, je ferai en 5 ans ce que les autres n'ont pas fait en 60 ans. Hier encore, le président a affirmé que le défi actuel est d'atteindre 100 MW supplémentaires par an.
Or, selon plusieurs observateurs, cet objectif est techniquement irréaliste au regard des pratiques actuelles et de la lenteur des grands projets annoncés. D'un point de vue technique, la plupart des projets en cours nécessitent plus de 5 ans de réalisation. Or, le président n'a désormais plus que 3 ans et demi de mandat. Il y a 2 projets hydroélectriques, Vouloubé et Saoufk. Ils ne seront opérationnels qu'à l'horizon 2030. On se demande s'ils verront réellement le jour. Le président fait-il ses promesses à effet d'annonce simplement pour calmer la population? La promesse de 100 MW par an apparaît aussi irréaliste que celle de 2018. Il y a quelques mois, André Azoulay avait affirmé qu'il ne quitterait pas Imboumanaboul tant que la crise de l'électricité ne serait pas résolue. Dès lors, une question taraude les observateurs. Le président devrait-il y retourner puisque la situation reste inchangée? À 10 jours de la réunion entre les délégations malgaches et françaises qui se tiendra en France sur la revendication des îles éparses, ni la composition de la délégation malgache ni sa feuille de route ne sont communiquées à la population. Comment le pays se positionnera-t-il? Va-t-il maintenir sa revendication initiale de souveraineté et de restitution, établie clairement en 2019, ou les délégués malgaches vont-ils céder aux propos du président français concernant une cogestion? Madagascar devrait oser défendre sa souveraineté jusqu'au bout pour la restitution de ses îles. Les îles éparses ne reviendront plus à Madagascar si les 2 pays s'engagent dans une cogestion ou un accord similaire, a déclaré aujourd'hui le président du parti Tsara Tahafn. Je me demande pourquoi ils ne dévoilent pas les membres de la délégation alors que la date butoir approche, mais ils les gardent en secret. Pour moi, si on va vers cette cogestion, c'est fini. On ne pourra plus faire de recours auprès des instances internationales. Ce qu'on devrait faire maintenant, c'est établir un calendrier de restitution. Car oui, ils ne pourront pas nous les donner du jour au lendemain, mais au moins, il nous faut un processus clair, comme avec la décolonisation. Il faut identifier les étapes, mais l'objectif reste la restitution. Car si on se tourne vers la cogestion, c'est fini, on n'aura plus ces îles. Les Français ne lâcheront pas facilement les îles éparses. Ils chercheront tous les moyens de les conserver en raison des intérêts stratégiques qu'ils trouvent. Ils visent désormais à transformer ces îles en réserves naturelles, comme discuté récemment à la conférence sur l'océan à Nice, en invoquant la lutte contre les déchets marins. Si un nombre suffisant de pays soutient ce projet, Madagascar, dans sa situation actuelle, aura peu de marge pour faire valoir ses droits. Aujourd'hui, la citoyenneté française du président fragilise la négociation et pourrait compromettre la fermeté de la position malgache. Ils sont en train d'affirmer que ces îles leur appartiennent, et veulent faire voter cela par une assemblée internationale. Si c'est adopté, ce sera terminé pour nous. Nous devons dès maintenant reconnaître ces îles dans notre géographie, nos institutions, les rattacher à un district ou une région. On devrait déjà l'avoir fait, mais on traîne trop. Cela donne un avantage aux Français, qui avancent leur projet de réserve. Ces îles appartiennent à tous les Malgaches. Il faut se battre, c'est une négociation. Il est à rappeler qu'André Azoulay n'avait promis qu'un accord sur la restitution ou une éventuelle cogestion de ces îles, une fois la souveraineté acquise, sera finalisée avant le 26 juin 2020. Cependant, jusqu'à présent, aucun résultat n'a été obtenu. Pire encore, il a été confirmé entre-temps qu'André Azoulay a la nationalité française. De plus, c'est le gouvernement malgache lui-même qui a demandé le report de la 2e rencontre entre les 2 commissions prévue en 2022. La réunion du 30 juin à Paris montrera si Madagascar est réellement dans une démarche de revendication ou s'il s'agit d'une simple mise en scène diplomatique. Y aura-t-il une avancée ou au contraire un recul? Beaucoup n'osent plus espérer face à l'attitude d'un pouvoir qui semble incapable de défendre les intérêts des 30 millions de Malgaches.
la citoyenneté étrangère de certains dirigeants, combinée à l'absence d'une diplomatie claire et structurée, affaiblit considérablement la position du pays. Le nombre de décès liés à l'empoisonnement survenu lors d'une fête d'anniversaire à Imercassine samedi dernier est désormais porté à 21, selon le rapport officiel publié cet après-midi. Ce drame relance les inquiétudes autour des cas d'intoxication alimentaire signalés ces dernières semaines à Madagascar, notamment à Mahadzang et Thomasin. Des produits laitiers et charcuteries avariés ont récemment été détectés, mettant en cause la responsabilité du service de protection des droits de consommateurs au sein du ministère du Commerce. Le contrôle des produits commercialisés sur le marché reste manifestement insuffisant. Tous les produits alimentaires importés doivent faire l'objet de contrôles stricts selon les acteurs de la société civile. Il est particulièrement préoccupant que certains produits incriminés aient été retrouvés dans de grandes surfaces, supposés pourtant appliquer les protocoles de contrôle rigoureux. Il est urgent de retracer la distribution des produits issus des mêmes lots que ceux à l'origine des intoxications signalés dans d'autres régions afin d'enrayer tout risque de propagation. À Mahadzang, l'organe mixte de conception s'est réuni en urgence après le signalement d'un consommateur ayant acheté un yaourt avarié dans une grande surface. Pour Antananarivo, les autorités ont confirmé qu'il s'agit d'un empoisonnement volontaire. Actuellement, 26 personnes sont encore en traitement à la HRA, tandis que 8 des 51 patients initialement admis sont déjà guéris, selon les derniers chiffres. L'enquête se poursuit et le gouvernement affirme sa fermeté face à cette affaire qui a profondément choqué l'opinion publique. De nombreux jeunes, issus d'écoles supérieures publiques et privées, ont adressé aujourd'hui un message aux dirigeants, aux consommateurs et à l'ensemble des citoyens concernant la consommation de produits fabriqués à Madagascar lors du rallye des industries qui s'est tenu à Anoussi. Ils ont souligné que malgré les nombreux défis locaux, le développement économique du pays commence par la valorisation et la consommation des produits phyta-malagasy. Selon eux, la dépendance excessive aux importations freine la croissance économique et compromet la stabilité du taux de change dollar-riari. Consommer nos produits locaux, c'est participer à la promotion de l'économie, car on ne dépend plus des importations. C'est ce message que nous portons à travers ce rallye des industries, pour que chacun prenne conscience de sa responsabilité à consommer ce qui est malgache. Promouvons ce qui est à nous, ce qui fait notre identité. Ces jeunes ont été immergés pendant plusieurs mois dans le monde de l'industrie malgache, dans le but de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et de participer activement à la valorisation de la production locale. Aussi d'être l'ambassadeur et donc les représentants des industriels pour promouvoir le Malagasy antique, le label du syndicat des industries de Madagascar. Ils sont coachés par les entreprises. Donc ça leur permet d'avoir déjà un aperçu de ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat et aussi pour leur permettre effectivement d'avoir beaucoup plus de pratique par rapport aux études théoriques qu'ils sont en train d'avoir. Le rallye des industries, organisé par le syndicat des industries de Madagascar, en collaboration avec l'agence Mercadis, a été officiellement lancé aujourd'hui. Le thème retenu cette année est « L'industrie malgache, notre fierté, l'avenir de la nation ». Le rallye des industries est une compétition au cours de laquelle les étudiants présentent et promeuvent une entreprise malgache, contribuant ainsi à rapprocher le monde universitaire et le tissu industriel local. La dépouille d'Ivetra Petavk, académicienne, éducatrice, enseignante-chercheuse à l'université d'Antananarivo et ancienne ambassadrice de Madagascar auprès de l'UNESCO, a reçu les hommages officiels ce matin sur le campus d'Akatsu. L'éloge a été prononcé par le président de l'université d'Antananarivo au nom de l'ensemble de la communauté universitaire. Ivetra Petavk s'est éteinte à l'âge de 83 ans. Première femme malgache à décrocher l'agrégation d'anglais en 1966 à seulement 24 ans, elle enseignait déjà dans les établissements protestants alors qu'elle n'était encore qu'étudiante. Elle poursuivra sa carrière au lycée, puis à l'université en tant qu'enseignante-chercheuse.
Elle fut également la première femme nommée ambassadrice de Madagascar auprès de l'UNESCO. Engagée pour la promotion des valeurs francophones, elle a siégé au Conseil de la francophonie et a été représentante spéciale du président de la République auprès de l'OIF. Membre actif de plusieurs institutions savantes, l'Académie malagasy, l'Académie des sciences d'outre-mer et l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, elle a marqué de son empreinte le monde intellectuel et diplomatique malgache. Le 26 juillet 2024, l'Académie malagasy lui a consacré cette journée aux côtés de son époux, le professeur Raymond Randev, ancien président de l'Académie, pour saluer leur engagement au service de la nation. Après la cérémonie universitaire, sa dépouille a été conduite à la paroisse internationale d'Andoual avant son inhumation au caveau familial à Nusiavaraj.